Bonjour, c'est Labo Griou. Bonjour Bruce. Votre invitée ce matin est Valérie Ayé, députée européenne, présidente du groupe Renew au Parlement européen. Bonjour Valérie Ayé. Depuis le désengagement américain en Ukraine, on entend de plus en plus de déclarations très inquiétantes de tout un tas de responsables politiques. Est-ce que vous diriez ce matin qu'une troisième guerre mondiale est possible, comme l'a affirmé l'ex-président du Conseil européen ? On est dans un moment d'une gravité historique. La menace russe, on la connaissait, elle s'amplifie et effectivement, vous l'avez rappelé, ce qui change la donne aujourd'hui, c'est le renversement d'alliance historique des États-Unis. Ce n'est pas simplement un retrait du soutien à l'Ukraine. Évidemment, c'est décisif, mais ça va plus loin. On voit bien que les États-Unis, aujourd'hui, sous Donald Trump, ont choisi un autre camp. Ils ont choisi de ne plus respecter l'ordre international établi et de ne plus assurer la promotion de nos valeurs occidentales. Donc, le risque, il est là. La réalité politique, elle est là. Et puis, il y a aussi une réalité géopolitique. On est entouré de puissances hostiles. Quand on regarde depuis 20 ans, l'Union européenne a augmenté ses dépenses de défense de 20%. La Chine de 600%, la Russie de 300%. On va y venir. Donc, il faut être prêt au pire. Il ne s'agit pas de se réarmer parce qu'on serait des vats en guerre, mais il s'agit de se réarmer pour assurer notre propre sécurité. On va y venir, effectivement, mais dans le même temps, certains accusent aujourd'hui le chef de l'État de dramatiser la situation. Marine Le Pen, par exemple, affirme que la première menace à laquelle doit faire face la France, ce n'est pas la Russie, mais l'islamisme. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Le président de la République l'a dit. La Russie est une menace existentielle pour la France. Moi, ce que je note surtout, c'est les revirements de Marine Le Pen et du Rassemblement national et les changements de pied, en particulier ces dernières semaines. Mais on les connaît, leurs positions. On connaît leur lien avec la Russie de Poutine. Moi, je les vois tous les jours, leur vote au Parlement européen. Ils n'ont jamais condamné la Russie. Ils n'ont jamais soutenu l'Ukraine. Donc c'est ça la réalité. Et sur le fond de sa remarque, Hervé Morin, par exemple, l'ancien ministre de la Défense, qui n'est pas un extrémiste, qui n'est pas connu pour être un extrémiste, dit la même chose. Il critique la posture guerrière du chef de l'État. Le président de la République est engagé pour assurer notre propre sécurité. La Russie, aujourd'hui, est une menace existentielle pour l'Europe. Alors, évidemment, moi, je parle tous les jours à mes collègues baltes et finlandais. Même avant 2022, ils nous disaient « ne soyez pas dupes, Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas là ». Et effectivement, il ne s'est pas arrêté là. Et quand on regarde aujourd'hui, on n'est pas en guerre, mais on n'est pas complètement en paix. Et la Russie nous menace tous les jours. Je vais vous donner quelques exemples. Les croix gammées, il y a un an, dans les rues de Paris. Des influenceurs français payés par le Kremlin pour assurer la propagande du Kremlin. Les cyberattaques, notamment sur nos hôpitaux. Des scrutins qui sont manipulés à grand renfort d'algorithmes, notamment en Roumanie. Ce sont exactement des menaces protéiformes et il faut être prêt à subir une guerre hybride que la Russie est déjà en train de mener. Alors, sur ce qui nous attend ces prochains jours, Volodymyr Zelensky est attendu aujourd'hui à Riyad avant des pourparlers qui se prolongeront. Le fait que ça se fasse sans les Européens, certes, le dialogue reprend entre les Américains et les Ukrainiens, mais le fait que cela se fasse sans les Européens, est-ce que cela vous fait craindre, si vous voulez, quelque chose concernant les garanties de sécurité de l'Ukraine ? D'abord, c'est important que l'Ukraine et les États-Unis puissent se reparler. On a besoin d'avoir les États-Unis à bord pour assurer la sécurité de l'Ukraine et offrir des garanties de sécurité à la fois à l'Ukraine et à notre continent. Au passage, si jamais Donald Trump devait confirmer son revirement d'alliance, il faut qu'on soit prêt à faire sans les États-Unis. Donc c'est ça la marche qu'on doit engager et le soutien à notre industrie européenne de défense qu'il faut engager. S'agissant de l'engagement des Européens, Emmanuel Macron a remis l'Europe au centre du jeu. Vous vous souvenez qu'il y a 3 semaines, Donald Trump disait qu'il avait eu Vladimir Poutine, qu'il avait fait un deal avec lui et que ce deal il se faisait sur le dos des Ukrainiens et sans que les Européens ne soient à la table des négociations. Emmanuel Macron, en allant à Washington, en organisant un sommet extraordinaire à la mi-février à Paris, avec le Premier ministre britannique, un sommet la semaine dernière à Bruxelles. On en a parlé et on l'a évoqué. Engager un plan de 800 milliards d'euros pour nous réarmer, c'est important. Avançons si vous le voulez bien. Une des propositions, justement, vous parliez de ce sommet notamment à Londres, une des propositions franco-britanniques, c'est l'envoi de troupes au sol, pour s'assurer que les Russes respectent bien le cessez-le-feu. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui à ceux qui s'inquiètent de voir une escalade dans ce conflit et un engagement militaire des Français, même si cela ne concerne pas en tout cas le combat? Ce sera des troupes pour s'assurer du maintien de la paix. En aucun cas, il n'y a escalade. Au contraire, ces troupes, si elles sont positionnées, elles se feront dans le cadre d'un maintien de la paix. C'est inévitable pour vous aujourd'hui. Vous l'avez dit. Il faut qu'on travaille en européen en mettant des propositions concrètes sur la table pour offrir des garanties de sécurité aux Ukrainiens et pour assurer notre propre sécurité. Mais est-ce que ça selon passe vous, probablement. Est-ce que c'est Il faudra des forces sur le terrain pour assurer le maintien de la paix. Pourquoi ? Parce que il faut rappeler aussi les faits.
Vladimir Poutine est l'agresseur. Les Ukrainiens sont l'agressé et se battent pour recouvrir leur liberté. Une fois qu'il y aura un accord de paix ou de cessez-le-feu qui sera signé, il faut assurer que cet accord sera respecté. On a un précédent avec Vladimir Poutine. Les accords de Minsk, il ne les a pas respectés, il a attaqué de nouveau. Et clairement, les troupes au sol, c'est des troupes de maintien de la paix qui permettront de dissuader Vladimir Poutine d'attaquer de nouveau. Est-ce qu'il faut un grand emprunt dédié pour réussir à faire ces efforts supplémentaires qui sont nécessaires aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? On a différents leviers qui sont sur la table. D'abord, les États, la Commission européenne a annoncé un plan à 800 milliards d'euros pour donner de la respiration aux États et leur permettre d'investir dans leurs dépenses de défense. Un emprunt national et un prêt de 150 milliards d'euros pour les 27 et soutenir les projets pan-européens. Et l'emprunt national, ou même l'emprunt européen, moi je suis favorable à un emprunt populaire pour permettre aux épargnants d'investir dans l'industrie de défense. En France, aujourd'hui, on a 6 000 milliards d'euros d'épargne. Et c'est du gagnant-gagnant. Dans une industrie 100% européenne? Je le pense. Française et européenne. Aujourd'hui, on a 80% des équipements militaires qu'on utilise en Europe qui sont produits en dehors des frontières de l'Union européenne et 60% aux États-Unis. Donc on a un niveau de dépendance qui est important vis-à-vis des États-Unis. Il faut soutenir notre industrie militaire de défense. Et effectivement, l'emprunt populaire, c'est du gagnant-gagnant parce que ça va permettre de soutenir une industrie en pleine croissance pour assurer notre propre sécurité et ça va permettre aux épargnants français et européens d'investir avec des placements sûrs et rentables. Un dernier mot sur les avoirs russes. Pourquoi c'est important, à votre avis, aujourd'hui, d'utiliser ces avoirs et de ne plus se contenter des intérêts? Alors on utilise les intérêts. Sébastien Lecornu a annoncé un recours à 200 millions d'intérêts. Il faut aller plus loin. Aujourd'hui, on a près de 300 milliards d'avoirs russes de capital qui sont disponibles. Il y a des questionnements juridiques qui se posent. D'inquiéter au-delà des questions juridiques, est-ce que vous ne craignez pas ensuite d'inquiéter les industriels, les investisseurs qui jusqu'ici investissaient en Europe et qui pourraient avoir une inquiétude, développer une inquiétude? Ils vont continuer d'investir en Europe. Là, on est dans un cas extrêmement particulier. La Russie a agressé l'Ukraine. Elle doit payer pour les dommages de la guerre. Et on a une voie juridique pour s'assurer qu'on ne crée pas de précédent, c'est-à-dire qu'on utiliserait le capital pour permettre, en tant que garantie, pour accorder un prêt aux Ukrainiens. Merci beaucoup Valérie Yeye. Merci beaucoup.